Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de votre émission alternative. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour analyser des sujets relatifs donc à l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux invités pour faire le bilan du premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023, un sommet qui a réuni plusieurs chefs d'État africains pour statuer sur certains aspects sur le climat. Alors, je reçois pour vous deux invités. Il s'agit de M. Mamoudou Ouedraogo. Il est donc le coordinateur national de l'Association pour l'éducation et l'environnement. Bienvenue. Merci bien. Alors, en face de vous, nous avons M. Mahamoudou Sawadogo, qui est lui expert en environnement et changement climatique au SPONG, au secrétariat permanent des organisations non gouvernementales. Bienvenue à vous. Merci. Alors, avec vous, nous ferons le bilan de ce sommet qui s'est tenu donc au Kenya. Alors, une première question s'impose. Pourquoi maintenant un sommet africain sur le climat? Monsieur Ouedraogo. D'accord, merci bien. Merci pour cette opportunité. Merci également aux fidèles téléspectateurs de la chaîne qui fait honneur au Burkina Faso. Merci. Alors, je dois dire que enfin, l'Afrique, les dirigeants africains se sont retrouvés pour essayer de voir quelle direction donner et pour un peu faire face donc, à cette crise climatique. Et je pense que ce sommet est la bienvenue en ce sens que il y avait beaucoup de divergences. Et pourtant, l'Afrique a des priorités et, en tant que continent. Mais quand on voit un peu les négociations, les grandes rencontres au niveau mondial, et malheureusement, les Africains ne parlaient pas d'une même voix. Donc nous pensons qu'à travers ce sommet, et les dirigeants et l'ensemble des acteurs donc, de l'Afrique parleront d'une même voix. Alors, M. Sawadogo, et vous, pourquoi maintenant un sommet africain après donc 27 ans de la COP? Alors merci pour la question. Je voudrais aussi à mon tour vous remercier pour l'invitation. Et ce que je vais juste donc ajouter au propos donc de M. Ouedraogo, c'est qu'il faut aussi un engagement politique. Et je pense que les dirigeants africains à la date d'aujourd'hui ont compris que ce n'est pas justement donc une affaire donc des techniciens et qu'il fallait aussi à un certain moment donc porter, si vous voulez, donc la question ou le dossier. Et donc c'est important, après que donc les techniciens aient fait justement donc les travaux préparatoires pour orienter et alerter sur justement donc les défis et les enjeux, c'est vraiment important que les dirigeants puissent porter en tout cas la question et harmoniser justement donc les points de vue afin donc de partir sur les négociations. Et vous n'êtes pas sans savoir que bientôt c'est la COP28 et c'est assez important quand même que les gens puissent harmoniser donc les points de vue et aller bien sûr donc défendre les priorités et les enjeux donc pour l'Afrique. Alors donc ce sommet s'est tenu donc à quelques mois, deux mois au moins de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Quels étaient les objectifs de ce sommet africain, M. Ouedraogo? Merci. Comme je le disais en introduction, c'est véritablement pour que au plan africain, l'ensemble des pays regardent dans la même direction. Au lieu que chacun tire la couverture de son côté, sous l'égide donc de l'Union africaine, et ils ont estimé qu'il était bon que, en tant que continent, le continent puisse avoir un document qui va peut-être permettre aux négociateurs africains de peser sur donc l'échiquier donc des négociations. Ceci dit, au niveau donc de ce sommet, qui est une première, nous pensons que l'un des objectifs majeurs donc de ce sommet, c'est de permettre donc à ces dirigeants de prendre des mesures au plan législatif, comme l'expert Sawadogo le disait, et pour que au sein donc des pays, les lois soient en tout cas sensibles au climat. C'est un peu dans ce sens. Et également par rapport donc aux pays pollueurs, quelle est la lecture que les dirigeants africains font
Et là, nous pouvons peut-être revenir là-dessus par rapport aux conclusions donc, de ce sommet. Mais en quelque sorte, c'est véritablement pour donner une direction et face aux négociations climatiques qui ont lieu chaque année. Mais est-ce qu'à quelque part, la question donc de dommages et intérêts, du financement donc des dommages et intérêts n'a pas motivé à quelque part la tenue de ce sommet pour essayer de mettre la pression sur les dirigeants étrangers? Oh oui, c'est un élément, je pense qu'au niveau des recommandations et surtout des engagements, et ça fait partie, les pertes et préjudices climatiques. Mais en réalité, il faut se dire que c'est un document en construction et le seul point n'a pas été à l'objet donc de ce sommet. Il y a bien d'autres aspects, et par exemple les énergies renouvelables, et par exemple l'adaptation, et même les questions d'atténuation, même si ce n'est pas une priorité pour l'Afrique. Et les pays pollueurs doivent cesser de polluer maintenant. Et ensemble, pour qu'on voie comment procéder à une décarbonisation au niveau planétaire. Alors, M. Sawadgo, on se demande quels étaient plutôt les grands enjeux à ce sommet-là? Alors, il faut situer un peu aussi le contexte pour que ceux qui nous écoutent puissent aussi comprendre. Il y a quand même le bilan mondial qui doit être fait cette année, à la faveur, bien sûr, donc, de la COP28. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, quand on suit un peu les trajectoires donc, des émissions donc, de gaz à effet de serre, nous sommes un peu loin des objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre donc, de l'accord de Paris. Alors, donc, tout le monde le sait, l'Afrique est le continent qui pollue quand même le moins, mais qui subit aussi donc, de manière drastique les effets néfastes du changement climatique. Alors, il était important justement donc, de voir quelle est en tout cas la position de l'Afrique par rapport justement donc aux ambitions même de réduction donc des gaz à effet de serre. Et à ce niveau justement, les dirigeants africains ont appelé les pays pollueurs à revoir bien sûr donc les ambitions de réduction donc à la hausse, parce que quand on fait les premiers chiffres en tout cas qui nous parviennent nous laissent croire qu'on est loin quand même donc de l'objectif 1,5 à l'horizon donc 2050. Et le deuxième élément en termes donc d'enjeu, c'est par rapport au financement climatique. Vous avez parlé donc des pertes et préjudices. Je parle sous silence parce que ça a été carrément développé par M. Ouédraogo. Mais je voudrais mettre le doigt sur quelque chose qui est assez important aussi pour l'Afrique et particulièrement aussi donc pour le Burkina Faso. Il s'agit donc du financement de l'adaptation. Parce que quand on parcourt un peu aussi la Convention et ses instruments connexes, on veut tendre vers un équilibre entre le financement de l'adaptation et le financement donc, de l'atténuation. Mais dans la réalité, à la date d'aujourd'hui, on se rend compte que le financement donc, de l'adaptation est à la traîne. Et à ce niveau également, les dirigeants africains ont appelé quand même à booster le financement de l'adaptation parce que c'est là où se trouve aussi donc, la priorité de l'Afrique. Donc voici autant d'enjeux qu'il fallait effectivement donc consolider, bâtir en prélude bien sûr donc à la COP28. Alors financer les actions d'adaptation au changement climatique, est-ce que l'heure n'est pas à repenser carrément d'avoir une autre vision? Est-ce que l'Afrique ne doit pas avoir une autre vision en fait sur le climat? Indépendamment de l'Europe, quand on parle des pays étrangers, quand on parle par exemple de financement de l'adaptation au changement climatique, est-ce qu'il faut véritablement continuer, poursuivre cette lutte-là pour avoir les financements compensatifs de l'étranger, ou bien il faut carrément repenser tout le système? Parce que rien ne nous dit que nous allons avoir gain de cause. Tout à fait. Parce que la preuve, ça fait 14 ans qu'ils ont promis les 100 milliards de dollars par an. Et jusqu'à présent, l'Afrique attend. Et par rapport à ce point, je pense que en prélude donc à ce sommet, l'Alliance panafricaine pour la justice climatique, PADJA, qui est la fêtière de l'ensemble des organisations qui interviennent dans le domaine du changement climatique en Afrique, et en tout cas l'une des principales, a eu à organiser une session avec les parlements africains, et au cours donc de cette conférence des parlementaires, et également il y a eu une session avec les acteurs non étatiques. Alors l'ensemble de ces deux sessions sont parvenus à la conclusion que il nous faut d'abord des lois au niveau de l'ensemble des pays
des lois vraiment holistiques qui protégeraient le climat. Alors également, ce qui est ressorti, c'est que nous devons effectivement voir en interne quelles sont les possibilités de mobiliser des ressources, sans tenir compte forcément des besoins promis qui ne se réalisent pas. Et quand vous parcourez un peu la déclaration de Nairobi, effectivement, l'interpellation a été faite par même les chefs d'État et que les dirigeants africains respectent leurs promesses. Et justement, cette année, en prélude à la COP, nous avons prévu des manifestations dans pratiquement tous les pays africains et sur le concept de respecter vos promesses. Et je pense que très bientôt, peut-être que nous allons ensemble voir comment dérouler ça pour que les médias aussi portent la voix des communautés rurales. Alors, par rapport donc au point sur l'adaptation, effectivement, en parcourant le document, et personnellement, et l'analyse aussi a été faite par la société civile 2 jours après, soit le 8, et nous sommes parvenus à la conclusion que l'adaptation n'a pas été traitée de façon suffisante dans le document. Parce que la priorité de l'Afrique, comme l'expert l'a dit, c'est l'adaptation. Mais quand on regarde un peu dans le document, ce que les chefs d'État ont pu mettre, c'est beaucoup plus lié à leurs propres engagements dans le programme d'adaptation. Mais l'Europe, disons, les pays développés qui sont à la base donc du changement climatique, quel sera leur engagement pour les programmes d'adaptation dans nos pays? C'est ça, maintenant, moi je pense que au niveau donc, des recommandations, il devait avoir une recommandation forte tendant à mettre l'accent sur l'adaptation en Afrique que de s'engager soi-même tout en sachant qu'on a très peu de ressources pour faire face aux crises climatiques, surtout pour s'adapter. Également, c'est l'occasion aussi de remercier les pays hôtes de la COP28, les Émirats arabes unis, qui se sont engagés à financer l'Afrique dans les domaines des énergies et de l'adaptation. La COP27? Oui, non pas la COP28. Okay. C'est la COP à venir. Et on était ensemble à Nairobi et au cours du sommet, ils ont déclaré qu'ils vont appuyer substantiellement l'Afrique dans les 2 secteurs qui sont les énergies renouvelables et l'adaptation. Donc, c'est au pays maintenant de voir comment s'organiser pour que quand ces financements vont venir, que ça ne parte pas dans quelques pays seulement, au détriment des pays comme le Burkina. Donc, je pense que c'est important. Donc, il commence donc à... Il y a des voix qui émergent déjà. Bon, ça reste encore une promesse. Hein. Nous attendons de voir si cette promesse-là va donc être concrétisée. Nous en venons donc aux grandes résolutions prises au cours donc, de ce sommet-là, M. Sawadou. Quel bilan faites-vous? Alors, je pense que globalement, on peut tirer quand même un bilan assez satisfaisant. Parce que dans la forme, c'est déjà bon que les gens quand même puissent se retrouver et comprennent justement que donc il y a des enjeux aussi qu'on pourrait qualifier donc d'enjeux climatiques. Et si on ne prend pas garde, qui peuvent effectivement donc effréner notre élan, nos efforts donc vers le développement. Donc ça c'est dans la forme. Et dans le fond, ce qui est important, c'est ce que j'ai souligné tantôt. Parce qu'à la COP27, effectivement, tout le monde a applaudi le fait qu'on ait effectivement donc adopté le fonds pour les pertes et préjudices. Mais à la date d'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore quels sont donc les contours, tous les enjeux vraiment donc liés à ce fonds-là. Alors, et donc, le fait donc de l'avoir mentionné justement donc dans la déclaration donc de Nairobi, c'est quand même une interpellation aux yeux de la communauté internationale pour qu'on puisse se penser sérieusement sur cette question. Alors, l'autre élément, c'est par rapport effectivement à la promesse. Comme il l'a si bien dit, ça fait maintenant donc plus de 14 ans. Et il faut aussi donc réfléchir à comment est-ce qu'on rattrape donc le gap. Ça, c'est le premier élément. Et le second élément, c'est comment est-ce qu'on peut aussi aller vers donc de nouvelles ambitions donc de financement. Alors, permettez-moi quand même de revenir un peu sur votre question par rapport au changement donc de paradigme dont vous attendez peut-être donc des pays africains. C'est bien, mais en même temps, il faut rappeler ici que c'est une question aussi donc de justice climatique.
les pays développés, effectivement, s'accordent à reconnaître qu'ils sont responsables historiquement donc, du réchauffement climatique. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait normal qu'ils puissent quand même réinjecter des ressources pour que les pays qui en sont en voie de développement n'emboîtent pas effectivement donc, le pas qu'ils ont emboîté, en tout cas dans le passé. Donc je pense que ce sont quand même donc, des leçons qu'on peut tirer donc, de ce sommet-là. Et encore faut-il se donner les moyens pour aller défendre ses positions à la COP28. Alors, Monsieur Ouédraogo, et vous avez tous les deux pris part donc, à ce sommet-là. Quelles étaient les grandes préoccupations du Burkina portées à Nairobi? Il a parlé de la question donc, de l'adaptation au changement climatique. Est-ce que au niveau communautaire, il y a eu des voix qui se sont levées? Quelles étaient les grandes préoccupations? Oui, au niveau du Burkina, nos grandes préoccupations sont essentiellement les questions liées à l'adaptation, parce que nous sommes un pays majoritairement agricole. Nous vivons de l'élevage et de l'agriculture principalement, et ces secteurs sont fortement impactés, ce qui joue sur l'économie nationale. Donc nous avons aussi évoqué les questions liées aux énergies, surtout aux énergies renouvelables. Comment est-ce que nous pouvons avoir des énergies propres et solutionner les problèmes liés à la coupe, par exemple, à l'usure du bois pour les bois énergie. Voilà. Donc, le financement climatique est une question aussi cruciale parce que rien ne peut se faire sans financement. La question des pertes et préjudices, c'est une question que le Burkina Faso a pris à bras le corps depuis bientôt 2 ans et des documents sont en train d'être élaborés. Et notre inquiétude actuellement, c'est relativement au mécanisme qui sera mis en place, et en ce sens qu'il peut y avoir promesse politique de mettre un fonds pour les pertes et préjudices, mais dans la pratique, la population de Titao, par exemple, n'aura pas accès à ces fonds-là, parce que les mesures pour les avoir seront vraiment inaccessibles, et j'allais dire pas à leur portée. Donc pour nous, l'Afrique, surtout les experts et les négociateurs africains, doivent véritablement se mettre à la place des populations à la base pour concevoir ce document qui va gouverner les financements des pertes et préjudices climatiques. Donc voilà autant de préoccupations. Mais je voudrais également, en termes de bilan, souligner qu'il y a eu la participation de la société civile, certes, mais cette participation, pour nous, n'a pas été, j'allais dire, assez satisfaisante, dans ce sens que depuis la conception du document, la société civile aurait pu être associée pour véritablement faire des propositions. Parce que nous avons, quand on lit la déclaration, il y a une forte dose de diplomatie, alors que en matière de justice climatique, il doit avoir un ton assez ferme pour un peu montrer l'urgence qu'il y a. Parce que quand je caricature 2 usagers de la voie, par exemple, et un qui laisse sa voie pour venir te cogner, si tu es blessé, si tu te lèves, tu ne peux pas avoir le même ton que quelqu'un qui est venu te saluer chez toi à la maison. Tu auras un autre ton. Donc la position de l'Afrique, c'est une position de victime. Et la victime ne peut pas s'exprimer avec une dose de diplomatie comme cela. Moi, je pense que désormais, il faut aussi prendre un peu l'accent de la société civile, ajouter à l'accent des politiques, comme ils sont diplomates, pour un peu avoir un peu du café au lait pour que la chose passe. Donc, c'est un peu ce que je voudrais dire. Sinon que du côté de la société civile, c'est Dr Mitika qui a, en tout cas, lu la déclaration de la société civile, de soutenir donc cette déclaration des chefs d'État. Et je souligne aussi que l'ensemble des couches ont été en tout cas associées pour en tout cas à partir d'une certaine étape, voilà, et dans l'adoption donc surtout les enfants et les communautés rurales, le secteur privé. Je pense que à un moment donné, on pensait même que c'était un sommet du secteur privé, parce que véritablement, ils étaient au devant des choses. Et il y a également les religieux. Et donc, l'ensemble des acteurs qui composent l'Afrique ont été associés
Mais pour nous, l'implication devait se faire depuis la conception jusqu'à l'adoption. Est-ce à dire qu'il y a eu quand même un défaut dans la prise en compte véritable des préoccupations au niveau communautaire, M. Savadou? Est-ce que vous l'avez relevé? L'aspect participatif de toutes les couches sociales à l'organisation de ce sommet-là. Oui, en fait, comme il l'a dit, vous m'excusez, je vais paraphraser quand même un de nos aînés qui disait que la négociation climatique, c'est pas le lieu de la bondiaiserie. Alors, ce qui fait que même quand vous partez souvent au COP et que vous ne faites pas attention, vous risquez d'être surpris par justement le contenu de la déclaration finale. À plusieurs reprises, ce que vous avez effectivement donc travaillé dans les coulisses, on s'étonne souvent que la déclaration qui est lue vraiment en plénière ne reflète pas donc la réalité donc des travaux dans les coulisses. Alors, mais en même temps, c'est là où aussi on doit encore, j'allais dire, consolider aussi donc la veille. Parce qu'il faut être très très regardant dans la conception et veiller à ce qu'effectivement au moment donc de la déclaration, que ce qui a été produit dans les coulisses de manière consensuelle entre les griffes là puisse être effectivement donc... Ça veut dire qu'au niveau de la prise de décision, tout le monde n'était pas représenté, sinon il allait avoir quand même des porte-voix. Oui, en fait, mais ce qu'il faut aussi préciser, c'est que la participation à un sommet ou à une COP a un coût. Que malheureusement, nos pays ne sont pas toujours prompts à supporter. Alors, l'autre revers donc de la médaille, c'est lorsque effectivement donc on se fait justement donc financer, ou du moins on finance sa participation par une source effectivement donc extérieure, ce qui fait que souvent les mains sont un peu aussi donc liées. Donc, je soulève effectivement ce lien pour que effectivement on comprenne que même les ressources dont on parle là, les 100 milliards, même si on venait effectivement donc à doubler l'ambition donc de financement, il faut justement donc prévoir des ressources au niveau donc de nos budgets au niveau national pour pouvoir supporter notre participation et voire même financer donc des réflexions pour qu'ensemble on puisse arrêter des positions pour que libre. Et effectivement, quelqu'un l'a dit, c'est vrai, l'Afrique est victime, mais en même temps l'Afrique a des solutions aussi à proposer. Donc c'est un peu ça. Alors rapidement, quelles sont les perspectives pour le Burkina à l'issue de ce sommet, M. Ouédraogo? Les perspectives, je pense qu'il y en a beaucoup, parce que ce document, c'est pratiquement un document de mobilisation des ressources, puisque c'est un document d'orientation. Et si le Burkina adhère entièrement au plan politique à ce document, et ce qui reste, c'est véritablement de voir avec les acteurs au plan national comment véritablement mettre en application l'ensemble des recommandations et des engagements qui ont été pris. Et sur la base donc des engagements et des recommandations, un pays comme le Burkina Faso peut mettre un agenda en place pour un peu voir les acteurs, les bailleurs de fonds qui vont soutenir la mise en place donc de ces programmes au niveau national. Si je prends l'exemple de la promesse des Émirats Arabes Unis, nous sommes en train d'aller à la COP. Nous pouvons avoir comme agenda, par exemple, de voir côté diplomatique comment nous pouvons faire une proposition au niveau des Émirats Arabes Unis dans les domaines, par exemple, des énergies renouvelables et dans les secteurs donc, de l'adaptation. Mais si nous partons sans les consulter, peut-être ceux-là qui auront la présence d'idées de travailler étroitement avec eux, ils vont avoir des ressources en bilatéral. Et également, un élément important aussi à souligner, c'est que ces documents aussi doivent permettre, par exemple, à l'Assemblée nationale de regarder au niveau du corpus juridique du Burkina quels sont les gaps. Et je souligne en passant que les parlementaires africains ont proposé une loi type pour le climat que beaucoup de pays sont en train d'internaliser. Et par exemple, le Kenya est en avance par rapport à ces lois-là. Donc, l'avantage que nous pouvons tirer aussi, c'est véritablement de voir ce qui peut être répliqué au niveau de notre pays pour en fait nous ouvrir davantage au financement. Et je pense que être prêt à saisir toutes les opportunités. C'est ça. Alors, est-ce que au-delà des manquements, est-ce que ce premier sommet africain sur le climat a été une réussite très rapidement? Et un dernier mot. Oui. Comme je l'ai dit, je suis de ceux qui pensent que, comme les économistes, la valeur même d'existence même d'un bien est
apprécié. Donc le sommet même en lui, dans la forme, moi je trouve que c'est très bien. Maintenant, il faut peut-être qu'ensemble on puisse aussi donc repenser non seulement l'élaboration donc des documents techniques, puisque pour que ça puisse quand même refléter la position de tous les acteurs. Ça c'est le premier élément. Et aussi, j'allais effectivement donc plaider pour que effectivement donc les chefs d'État au niveau donc interne puissent allouer suffisamment aussi donc de ressources aux acteurs en charge donc de la question pour y faire face. Voilà, parce que j'ai l'habitude aussi de dire que la mobilisation des ressources elle-même nécessite des ressources. Qui doit nous donner ces ressources? Ce n'est que dans le budget national qu'on peut en tout cas tirer quelque chose. Si on ne veut pas que quelqu'un effectivement nous donne l'argent aussi et nous dise voilà comment est-ce qu'il faut procéder. Donc c'est en même temps une interpellation que je lance aux acteurs qui ont effectivement donc en charge cette gouvernance-là. Alors merci Monsieur Sawadougou Mahamoudou. Je rappelle que vous êtes expert environnement et changement climatique au SPONG. Et je dis merci également à Monsieur Mamoudou Ouedraogo, coordinateur donc national de l'association pour l'éducation et l'environnement. Nous y reviendrons certainement dans les émissions donc de préparation de la COP 28 à venir. Merci à tous les deux d'avoir pris part donc à cette émission alternative et je dis merci aux fidèles téléspectateurs de cette émission pour votre fidélité et à très bientôt, plaise à Dieu pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.